Voici le numéro 128 de la semaine du 29 juillet 2020 de votre podcast préféré. Les nouveautés de la semaine, les critiques de films et l'actualité du 7e art. Oui, bienvenue, vous êtes sur le podcast Cinécritique avec les amoureux du cinéma, Ève et Tofi. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Tofi. Bonjour Ève et bonjour à tous. On vous propose cette semaine d'évoquer la disparition de l'actrice la plus ancienne encore vivante et hélas décédée à l'âge de 104 ans. Il s'agit bien sûr de Olivia de Havilland. Et avant d'embrayer sur les nouveautés de la semaine, au risque de plomber l'ambiance, quelques infos en effet qui ne sont pas très bonnes. Je parle bien sûr de la fréquentation des salles en chute libre due principalement au virus et à l'absence de films grand public. Il faut absolument que le public revienne, sinon les salles ne pourront pas continuer à tourner à vide. Elles ont déjà adapté leurs horaires, la plupart n'ouvrant qu'à 14h, voire 16h, mais a priori, cela ne suffit pas. En effet, quelle entreprise peut vivre en ne faisant que 30% de son chiffre d'affaires ? Lance Robert Patry, directeur de la Fédération nationale des cinémas français. Au total, 90% des salles de cinéma ont rouvert, mais l'affluence est loin d'être au rendez-vous. C'est un cercle vicieux qui se joue dans les salles obscures. Comme le public n'est pas là, les distributeurs préfèrent repousser la sortie de leurs films. Conséquence, le public ne vient pas plus vu qu'il n'est pas attiré par la nouveauté. Le tout accompagné bien sûr du spectre de l'épidémie du Covid-19 qui reste toujours aussi présent dans certains esprits. Il est bon de rappeler que le décalage des blockbusters américains, pour la plupart à 2021, a des répercussions bien plus profondes et graves que le seul problème du public et des salles. Seuls les producteurs du film Tenet de Christopher Nolan ont décidé une sortie mondiale en plusieurs étapes. Tenet, en effet, sortira finalement en France le 26 août prochain. Dans le cadre réglementaire, en effet, les entrées alimentent un compte de soutien au CNC par le biais d'une taxe sur les entrées. Et oui, donc le cinéma finance le cinéma. Et sans les entrées, pas de financement. Et pour le président de la fédération, si les salles de cinéma devaient fermer à nouveau à cause de l'épidémie, nombre d'entre elles pourraient ne jamais rouvrir. Le cinéma, c'est un créateur de liens sociaux, ça a un véritable rôle citoyen dans les territoires. Si c'est ça le monde d'après, un monde sans cinéma, ce n'est pas réjouissant, conclut Richard Patry. On est un peu d'accord avec lui, Ève. Plusieurs cinémas de région ont déjà fermé leurs portes, à Marseille et en Bretagne notamment, en raison d'un choix inadapté et des salles désertées. Et à Paris, un signe fort, la célèbre salle Le Grand Rex, pour la première fois de son histoire, ne sera pas ouverte pendant plusieurs semaines en août. Cette décision, Alexandre Hellman, propriétaire du célèbre cinéma, est contraint de la prendre à contre-cœur. Nous avons tout tenté en rouvrant avec des rétrospectives qui ont fonctionné, avec plusieurs séances affichant complet. Mais il devient difficile d'innover et de proposer d'autres marathons au public, avec notamment l'interdiction de piocher dans les catalogues de Disney et de la Fox. Nous avons tout réduit en débutant nos séances à 16h, en fermant certaines salles, en faisant un roulement hebdomadaire entre nos équipes. Mais le public n'a pas la tête au cinéma. Cette situation est désolante. Rien ne remplace la magie du grand écran, Ève. Mais effectivement, on se sent un peu seul en ce moment dans les salles. Il va falloir en effet tenir tout l'été. Pourtant, il y a de bons films en ce moment, comme le film espagnol Madre de Rodrigo Sorogoyen avec la lumineuse Marta Nieto et le polar allemand Lens of Murders de Christian Alvart. Ces deux films chroniqués la semaine dernière ici. Allez, on garde le moral, Tofi. Retour aux nouveautés de la semaine. Même si ce n'est pas la joie, peu de films intéressants cette semaine. Like I'm getting married. How awesome is that? Awesome. She loves me for who I am. And I love her for who she is. I can't wait to spend the rest of my life with her. Kyle, I slept with her. Kyle hates me. I'm a bad friend. Oh my God. Mike, are you serious? What you did to him was selfish. Kyle always thinks about other people first. On vous conseille néanmoins le film américain indépendant The Climb,
de Michael Angelo Covino avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino et Gail Rankin. Kyle et Mike sont deux meilleurs amis au tempérament très différent, mais dont l'amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie, jusqu'au jour où Mike couche avec la fiancée de Kyle. Alors que l'amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement rompue, un événement dramatique va les réunir à nouveau. Primé au Festival de Cannes et de Deauville, The Climb était à l'origine un court-métrage qui a été développé et adapté en long. Représentant de la nouvelle scène indépendante américaine, le film est une bromance, c'est-à-dire une amitié forte entre deux hommes avec un niveau émotionnel élevé et des démonstrations d'intimité fortes. Cette bromance, comme on dit, tragicomique, suit l'histoire d'une amitié qui unit Kyle et Mac, deux potes que tout oppose. Le film s'étale sur une quinzaine d'années et scrute cette amitié qui va tenter de résister aux épreuves de la vie. Utilisant de longs plans séquences, The Climb impose un ton décalé et un goût prononcé pour l'ironie. Le film est une constante surprise, un perpétuel renouvellement, à la douce folie contenue, qui peut exploser à tout moment. Au cœur du dispositif, une amitié fragile, tour à tour toxique ou salvatrice, drôle ou dramatique, cruelle ou profondément émouvante. Mais au final, la surprenante largesse de sa palette se retourne parfois un peu contre lui. The Climb, paraissant par intermittence un peu foutraque comme on dit, un peu longuet aussi, sans doute parce que son originalité finit par ne plus suffire. Bref, un premier film intéressant, plein de fraîcheur, mais un petit peu en demi-teinte, on va dire. Nous parlions de The Climb, c'est pas sérieux et c'est ce qu'il nous faut en ce moment. 나는 남자는 태생적으로 진짜 사랑에 대해서 알 수 없는 존재라고 생각해. 다들 유치해. 죽을 때까지 유치해. 그러면 우리는 어떻게 해요, 남자들이 그런 거면? Dans un style complètement opposé, sort cette semaine le film coréen Hotel by the River, un drame de Sang Soo-hong. Un vieux poète qui loge dans un hôtel au bord d'une rivière fait venir ses deux fils, pensant que sa fin est proche. Lieu de retrouvailles familiales, l'hôtel est aussi celui d'un désespoir amoureux. Une jeune femme trahie par l'homme avec qui elle vivait vient y trouver refuge et demande à une amie de la rejoindre. Dans un dispositif en apparence très simple, dans et autour d'un hôtel presque désert, deux conversations ont lieu, l'une entre un homme vieillissant qui a donné rendez-vous à ses deux fils, l'autre entre une jeune femme qui tente de se remettre d'une rupture douloureuse et une amie compatissante. Les deux intrigues ne se connectent qu'à 2 ou 3 reprises, malgré la proximité spatiale. Souvent qualifié de Romer coréen, ce long métrage bénéficie d'une superbe photo noir et blanc et un petit peu d'humour qui vient parfois secouer des dialogues répétitifs au sein de cadres fixes. Le charme agit encore ici dans une épure extrême. Passionnant ou ennuyeux, à vous de choisir. Contenu dans sa forme à la fois discrète et intense, la beauté de ce drame donne à Hotel by the River sa dimension profondément émouvante. Et avec ce réalisateur, pas d'eau tiède, on adore ou on déteste. Dans le monde entier, j'ai toujours beaucoup admiré les films et les artistes français. Il me semble que le César symbolise le meilleur des meilleurs. Et je regrette beaucoup que je n'en gagnerai jamais un moi-même, à cause de mon accent. Une Française m'a dit un jour, « Madame, vous avez un accent très personnel, légèrement yougoslave. » Et comme vous savez, dans le cinéma français, il y a très peu de rôles de yougoslaves. Figure de l'âge d'or du cinéma américain, célèbre pour le rôle de Mélanie dans Autant en emporte le vent, Olivia de Havilland, actrice doublement oscarisée, est morte à Paris ce dimanche 26 juillet à l'âge de 104 ans. Elle naît le 1er juillet 1916 à Tokyo. Son père, Walter Augustus de Havilland, est un avocat britannique
et sa mère Lillian Fontaine, actrice de théâtre. Sa sœur cadette, Joan Fontaine, embrassera également une carrière d'actrice internationale et une rivalité bon enfant entre les sœurs se maintiendra tout au long de leur carrière respective. Olivia sera la partenaire d'un jeune acteur quasi inconnu, Errol Flynn, dans Captain Blood de Michael Curtiz en 1935, qui connaît un très grand succès et restera une référence en matière de films de pirates. Sa carrière est lancée. En 1941, elle est naturalisée américaine. Après de nombreux succès, sa carrière épouse plus de 50 films. Elle et sa sœur sont nommées à l'Oscar de la meilleure actrice en 1942, mais c'est Joan qui l'emporte pour son rôle dans Soupçon d'Alfred Hitchcock face à Olivia dans Par la porte d'or. Elle aura le second rôle de Autant en emporte le vent, mais lasse d'être cantonnée au rôle d'ingénue, Olivia de Havilland refuse plusieurs scénarios, ce qui lui vaut à chaque fois d'être mise à pied par la Warner. En 1943, son contrat arrivant à son terme, elle se pense enfin libre de choisir ses films et ses producteurs. Mais rien n'étant possible, l'actrice de 27 ans assigne le studio en justice. Pendant la durée du procès, Olivia de Havilland, ne pouvant pas tourner de film, propose ses services à l'institution patriotique qui organise des spectacles pour entretenir le moral des troupes américaines. Elle effectue une longue tournée dans le Pacifique, se produisant dans les bases militaires. Olivia de Havilland gagne le procès contre la Warner au terme d'une décision qui fera jurisprudence dans la défense des droits des acteurs. Elle reste célèbre et louée pour le courage et la ténacité dont elle a fait preuve lors de cette bataille juridique face au studio de la Warner. Le « Sois belle et tais-toi » n'aura plus cours. Elle obtiendra 2 fois l'Oscar américain de la meilleure actrice pour À chacun son destin en 1946 et pour L'héritière en 1949. Sa carrière épouse le cinéma de Hollywood dont elle sera la dernière héritière vivante. En 1965, elle devient la première femme à être présidente au jury du Festival de Cannes. Ce sera le rôle le plus lourd de ma carrière, disait-elle alors. Une âme d'acier dans un visage de velours. Elle s'est éteinte à Paris à l'âge de 104 ans. C'était la dernière légende vivante de Hollywood. Et c'est sur cet hommage, Ève, que nous refermons la page de notre podcast Ciné-Critique qui, je le rappelle, chaque mercredi sélectionne les meilleurs films du grand écran et évoque tous les potins, tournages et informations sur le cinéma. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Vous ne pouvez pas nous louper. Le podcast Ciné-Critique avec un K est référencé sur SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube. À la semaine prochaine!